Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio, le meilleur taxi du matin avec vous. Et ensemble, nous tenterons de comprendre les grands sujets traités par les parutions du jour. Il y en a quand même une demi-douzaine de parutions qui seront à l'antenne ce matin. Taxi Média Show aujourd'hui, c'est mardi 3 juillet 2018. Il est 7h presque 5 minutes, je veux dire... Oui, c'est bien cela. 5 minutes à l'aéroport international Gnassingbé et Adémon. Bienvenue sur la Géniale. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 6 rédactions à écouter ce matin. Il y a le billet hebdomadaire L'éveil de la Nation. L'autre billet hebdomadaire, l'Alternative, l'hebdomadaire Vision d'Afrique, le quotidien Liberté, l'hebdomadaire Le Médium et puis le bimensuel, l'équipe sportive. À suivre aussi notre petit journal de la Coupe du Monde et ce matin, ce sera avec Jean-Marie Leblanc. Le journal du mondial sur Taxi FM. Le journal du mondial, c'est avec Jean-Marie Leblanc. Jean-Marie, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour à tous. Disons que c'est ce mardi que prennent fin les 8e de finale du mondial 2018 de football avec 2 rencontres au programme. Sous le coup de 14h, la Suède affronte la Suisse. Un avant-goût de cette explication avec les spécialistes foot et rompu à la tâche pour la circonstance. Suède-Suisse, allez, on va être honnête, le moins sexy, mais attendons de voir. Attendons de voir ce match, parce que c'est un mondial avec tellement de surprises. En tout cas, ce sera un match plaisant. On l'imagine bien évidemment, surtout que les jaunes et bleus sont sortis du groupe de l'Allemagne. Cette formation suédoise est un véritable épouvantail pour les grandes équipes. Cette équipe de Suède, eh bien contre le Mexique, s'en est donné à cœur joie, n'a pas cherché à calculer, est allé marquer 3 buts dans cette rencontre. Alors certes, on a l'impression que cette équipe de Suède est en train de se libérer d'un poids, libérer le poids du King. Exactement, moi j'ai senti une force collective dans ce groupe, dans cette équipe. Ils sont pareils, disciplinés. Il y a pas de grands talents individuellement, mais qu'est-ce qui est plus important dans une équipe? C'est d'avoir 11 joueurs, 11 guerriers, 11 joueurs qui ont le même but, aller remporter un match, quelle que soit l'adversité. Et les Suédois l'ont très bien compris. À l'inverse, côté suisse, on va manquer de joueurs d'expérience. Oui, effectivement, il y a eu des cartons jaunes un peu bêtes pris sur le dernier match face au Costa Rica, un match que la Suisse n'a pas été capable de gagner. Fabien Scher et Stéphane Lichtsteiner qui va rater pour la première fois un match en compétition officielle avec cette équipe suisse depuis plusieurs saisons, depuis plusieurs années, parce que ça fait longtemps qu'on les voit, les Suisses arriver à passer les phases de groupe, mais c'est pas une équipe qui offensivement pèse. Elle le doit surtout à sa défense, et quand vous savez qu'il va manquer Lichtsteiner et Scher, on parle même de glisser à une défense à 3 et de renforcer les couloirs. C'est un peu la philosophie, l'image de cette Suisse nouvelle. Vous avez des joueurs, vous avez je crois une 8aine de joueurs qui sont originaires des Balkans, vous en avez 5 ou 6, peut-être même plus originaires d'Afrique. Ouais, avec Mbolo notamment. Voilà Mbolo. Ils ont aussi de belles qualités collectives. Ils marquent pas beaucoup de buts, mais ils savent aussi se protéger. Voilà. Et la dernière affiche des 8e de finale, mais reprise, la Colombie et l'Angleterre à 18h. Le match dans le match, Harry Kane, Radamel Falcao. C'est la fraîcheur anglaise qui est en train de primer. Alors oui, il y en a qui disent effectivement que le premier tour n'était peut-être pas forcément très difficile pour eux, notamment le match contre le Panama où cette équipe s'est amusée. Mais c'est une équipe très jeune, il faut bien l'avouer. On va le voir, 25 ans, 7 de moyenne d'âge pour cette équipe, pour ce 11, avec beaucoup de joueurs finalement qui découvrent le haut niveau, qui n'ont pas de grands passifs sur les grandes compétitions et qui pour l'instant sont très cohérents. Pourquoi parler de gagner? Pourquoi se mettre autant de pression? Bien sûr que cette équipe a du potentiel. Typiquement anglais. Bien sûr que cette équipe joue bien. Il y a des phrases bateau, on va jouer match après match. Mais c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. Ils se mettent beaucoup trop de pression en disant que ils veulent ramener la coupe à la maison. C'est peut-être pas eux, c'est peut-être plus l'opinion publique, les médias, voilà. Les supporters. Eux, ils causent pas fort. Oui. Franchement, ils jouent le ballon plutôt bien d'ailleurs. C'est bien d'afficher des ambitions, mais ce sont quand même à chaque fois des matchs très compliqués. Il n'y a pas de 8e de finale facile, ni de quart de finale facile. Et ce premier tour, c'était dans une poule compliquée. Mais je valide parce que ça a été des rencontres très plaisantes, parce que ça a été une équipe très équilibrée, même avec 3 joueurs derrière. Ce qu'on a vu, on a aimé. Il y a eu un match, effectivement, la seconde période contre le Panama où ils ont géré. Voilà, ils avaient pris une telle avance, il fallait pas se blesser, il fallait peut-être continuer à soigner sa différence de but, mais ils l'ont fait plutôt intelligemment. C'était très plaisant, c'était agréable, mais je l'ai dit déjà plusieurs fois depuis le début de la compétition,
Un premier tour et les matchs coup près, ça n'a rien à voir. Donc on les attend à partir de maintenant, on les attend contre la Colombie. Pour l'instant, ils nous ont plu, ils nous ont séduit. Mais ça suffit pas, ça suffit plus. Il faut aussi monter de gamme dans la prestation collective, dans l'efficacité contre une équipe qui est comme la Colombie. Exactement. Toutes les nations sont à prendre au sérieux, mais à choisir entre les deux côtés. Moi, je préférais celle du côté de l'Angleterre. Maintenant, c'est à eux de rester vigilants. Et c'est un duel de buteurs aussi avec le Londonien d'un côté, Harry Kane, et le Tigre de l'autre, Radamel Falcao. C'est sa première Coupe du Monde. Il peut mettre à mal cette défense anglaise, même s'il n'a mis qu'un but depuis le début de. On a beaucoup de doutes sur Radamel Falcao. Falcao, il a un charisme naturel chez lui. Quand il est sur le terrain, il tire ses coéquipiers vers le haut. Moi, je l'ai trouvé beaucoup trop isolé par moments. J'allais y venir, c'est-à-dire qu'on joue seul devant, c'est là où il devrait être épaulé par un Carlos Bacca, par un Luis Muriel. Exactement. On l'a vu par à-coup, mais c'est vrai qu'il semble un peu seul dans cette attaque. C'était mieux avec Muriel, notamment le match du Sénégal. On l'a senti épaulé. Préférez une Colombie avec 2 pointes. Clairement. Ça peut l'aider lui. Enfin, ça n'empêchera pas les Anglais de le surveiller comme du lait sur le feu, c'est clair. Vous écoutez le journal du mondial. Taxi FM. Lundi, hier donc, la Belgique et le Brésil ont validé leur billet pour l'écart. La Belgique s'est fait peur face à une solidaire formation du Japon, mais les Samouraïs bleus ont subi la loi des Diables Rouges. 3-2 au finish. La faute, va-t-on dire au gardien japonais? Ce n'est pas moi qui le dis. Suivez plutôt. Bon, on connaît la fébrilité de ce gardien japonais. On l'a connu du côté du FC Metz. Et c'est vrai qu'on s'attend pas à ce qu'il en fasse 4, 5, 6. Et on se dit, il fait mieux que retarder l'échéance. Il va forcément les faire plonger mentalement. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il l'a mis un petit peu dedans et qui a remotivé, reboosté les Belges. La Belgique. Peut-être un bémol, la défense, avec notamment ce choix un petit peu surprenant finalement vu le début de mondial de Cédric Boyata, le choix de titulariser Vincent Kompany. Voilà, il a remis son taulier, son capitaine en fait au cœur de la défense, en se disant il est quand même bien encadré, ça devrait le faire. Mais il a été vraiment en difficulté. On l'a vu parfois hésiter, on l'a vu perdre des ballons un peu bêtes aux abords de la surface de réparation. Il y a un domaine, Fousseni, on a vu qu'il dominait, c'est le jeu aérien. Il n'a pas été embêté. Ouais, le jeu aérien, il dominera toujours, mais on voit surtout sur le second but. On voit son temps de réaction est pas bon. Il hésite un petit peu à sortir. Et ensuite, il y a une frappe magnifique, mais quand on a un Vincent Kompany en forme qui a aucun souci niveau musculaire, etc., qui est en confiance surtout, je pense qu'il aurait pu intervenir. Et bien avant la qualification des Diables Rouges de la Belgique, la Seleção du Brésil a de facto savouré les délices de sa qualification en quart en battant le Mexique 2-0. Le Mexique a joué avec ses armes également en première période. On a l'impression que cette équipe du Mexique, elle avait tout fait contre l'Allemagne. Ensuite, ça a été un petit peu plus compliqué. Une équipe résolument offensive, quand même, avec Chicharito, avec Carlos Vela et Lozano de l'autre côté. Cette équipe mexicaine fait 25 bonnes premières minutes avec Lozano, la petite pépite qui joue aux Pays-Bas pour cette équipe du Mexique. Un seul but encaissé par la Seleção dans ce tournoi. Sur corner. Charnière centrale énorme avec Thiago Silva et Miranda. Fagner qui fait ses matchs sans bruit, et puis un grand Felipe Luis sur cette rencontre. Ouais, effectivement, c'est une défense qui est très sobre, c'est une défense qui est minimaliste dans la prise de risque. On cherche pas des dribbles, on cherche pas à mettre en danger son gardien de but. Donc la prise de risque elle est minimale. Ils savent bien ressortir, ils sont assez propres. Et c'est vrai que sur cette rencontre, ils ont quand même été bousculés, on le disait tout à l'heure, pendant 25 minutes par la vitesse de jeu, la vitesse des attaquants mexicains, mais ils ne tremblent pas, ils restent sereins, ils ont ce vécu collectif qui est très important dans ce type de rencontre, on le sait, coup près. Et pour appuyer ça avec des chiffres, c'est seulement un tir cadré pour le Mexique. C'est le 6e tir cadré encaissé, en tout cas par les Brésiliens depuis le début de cette Coupe du Monde. Ça veut dire que au-delà même de la défense, c'est tout le bloc défensif qui fonctionne très bien. Sérénité, encore une fois, à l'image de Thiago Silva. Au départ, quand on commence le mondial, il part pour être remplaçant. La charnière titulaire de Tite, c'est Marquinhos. Miranda, lui, il a gagné sa place depuis l'arrivée de Tite. Et il fait un mondial quasi sans faute pour l'instant. Exactement, il part de loin. On savait qu'il était en difficulté. Il avait perdu sa place. Il a travaillé dur. Il s'est réfugié dans le travail pour revenir à ce niveau. Il a fait face aussi à la concurrence. Donc, depuis le début de ce tournoi, c'est un Neymar diesel qui monte en puissance au fur et à mesure. Depuis le début, pas mal de fautes sur lui. On a dit Neymar un peu moins bien physiquement. Là, aujourd'hui, on a vu du grand Neymar. Le journal du mondial, Taxi FM.
Alors, l'on connaît déjà 3 affiches des quarts de finale et cette nouvelle étape commence vendredi 6 juillet. Uruguay-France à 14h, Brésil-Belgique sous le coup de 18h. Assure samedi 7 juillet à 14h Russie-Croatie et à 18h, vainqueur Suède-Suisse contre vainqueur Colombie-Angleterre. Ajoutons que les demi-finales commencent à partir du 10 juillet prochain. Et puis les chiffres pour finir, jusqu'à lundi hier donc 2 juin, 53 matchs ont été joués avec 149 buts marqués, en moyenne un peu plus de 2 buts par match. Et puis parmi les 149 buts, 9 ont été des buts contre son camp, communément appelé autogol. Les arbitres ont brandi 189 cartons, dont 186 cartons jaunes et 3 rouges. 26 pénaltys sifflés, 21 marqués et 5 ratés. Le but le plus rapide jusqu'à lundi est celui du Danois Mathias Jorgensen, 55 secondes après le coup d'envoi. Et le meilleur buteur reste l'Anglais Harry Kane avec 5 réalisations. C'est la fin de ce nouveau numéro du journal du Mondial. Messieurs, dames, merci de la voix. Taxi FM 93.1. Taxi Média Show et nous allons maintenant passer en revue la une des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Et on va commencer avec le quotidien Togo Matin. Togo Matin revient sur la conférence de presse du net hier. Directement se prononce sur le dernier round du dialogue inter-togolais. Vous lirez l'article dans le journal. Au terme du 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott, le Togo préside désormais le Conseil de paix et de sécurité. On lira l'article dans le journal Togo Matin à la page 2. Et puis l'éditorial de notre confrère, le diplomatiquement incorrect de Alpha Condé. Ben vous lirez l'article et puis le dossier, le testament, acte de dernière volonté, disposition et clé. C'est à découvrir dans le journal Le Confrère qui revient également sur la lutte contre la pauvreté, l'anti-pauvreté. Le CMC démarre en septembre, annonce le Confrère. Le quotidien Liberté maintenant, qui de mieux que Médard Amétépé, le patron, pour en parler. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint Médard et ce matin vous revenez sur la sortie définitive de crise au Togo avec les propositions remises par la coalition de l'opposition aux facilitateurs. Oui, et lors de la dernière séance de discussion entre les facilitateurs et les protagonistes de la crise, et les différentes parties ont formulé des propositions aux médiateurs qui ont annoncé et qui vont rendre compte à leur mandat. Et même s'il nous revient que du côté du pouvoir, la délégation est restée intransigeante et obligeant les facilitateurs à faire appel à Fogna Singbe lui-même. Et quant à l'opposition, ces propositions tournent autour de 5 principaux points, et à savoir le retour à la Constitution de 1992, le déverrouillage des institutions de la République, les réformes électorales, et la transition politique et la sécurisation des institutions de la transition, et des revendications portées depuis le déclenchement de la crise. Et sur le rétablissement de la Constitution de 1992, la coalition a insisté sur la limitation du mandat présidentiel avec la formule en aucun cas et le mode de scrutin en 2 tours, etc. Et sur la transition politique, elle a suggéré que cette transition devra être en place jusqu'à la prochaine élection présidentielle et aura en charge l'administration du pays et la mise en œuvre des réformes politiques. Mais il faut noter que la décision finale revient à la CEDEAO qui va présenter ses résolutions lors du prochain sommet prévu fin de ce mois à Lomé. Bien sûr, et l'article là on le lira à la page 3 de votre journal. Et puis vous parlez également de la délégation de l'Union européenne au Togo, le chef de la division politique dans l'œil du cyclone aujourd'hui, Médard. Oui, et nous nous posons la question parce que certains organes de presse ont laissé croire que les diplomates européens seraient en intelligence avec l'opposition. Et on reproche au chef de la division politique de l'UE de recevoir depuis quelques semaines des figures de l'opposition dans son bureau à Lomé sans qu'il n'ait reçu la permission de ses supérieurs.
D'après nos informations, ce sont les responsables du Front citoyen et Togo Diogo qui sont allés rencontrer le diplomate et au pouvoir ont créé un scandale et au complot. Et quand c'est que d'autres diplomates ont été expulsés pour des faits similaires, on se demande si le chef de la division politique de l'UE n'est pas lui aussi dans leur discipline. Et on pense notamment à l'ancien secrétaire de l'ambassade de France au Togo, Eric Bosque, qui avait été expulsé du Togo fin 2009 et sous prétexte qu'il soutenait Kofi et pour la présidentielle de 2010, alors que la candidature de ce dernier n'avait même pas été retenue. Ensuite, c'est le chef projet Pascrena et Christophe Courtin qui a été renvoyé en 2015 accusé d'ingérence dans les affaires intérieures du Togo. Et après, c'est un autre Français, Sébastien Alzereka, qui a été renvoyé dans son pays pour avoir fait des commentaires sur la présidentielle de 2015 sur les réseaux sociaux. Et ça fait beaucoup. Et on craint que les diplomates de l'UE ne subissent le même sort. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page ici de votre journal. Et puis le sommet CEDEAO-CAC prévu à Lomé. Les drapeaux pour la circonstance commandés depuis l'Allemagne, c'est vrai? Oui, et les drapeaux à l'effigie des organisations régionales CEDEAO et CAC et des pays membres qui honoreront Lomé lors du sommet conjoint qui se tient fin juillet, et d'autres gaziers sont commandés depuis l'Allemagne. Et ainsi, on a décidé le comité d'organisation piloté par le ministre des Affaires étrangères. Et nous pensons que ces drapeaux et gaziers pouvaient être confectionnés au Togo. Et ce ne sont pas des compétences qui manquent, et surtout qu'on rabat les oreilles des Togolais à longueur de journée avec l'histoire de la promotion de l'entrepreneuriat au Togo. Et alors que les jeunes entrepreneurs courent les rues à Lomé, on parcourt des milliers de kilomètres pour aller commander de simples drapeaux. On se demande l'intérêt que visent les organisateurs en faisant appel à une entreprise étrangère pour réaliser ces drapeaux qui ne vont servir qu'une journée tout au plus le temps du sommet. Et cette histoire n'est pas sans rappeler celle où on avait fait appel à un expatrié européen pour élaguer des arbres dans le cadre de la rénovation du palais des gouverneurs. Et pour couper de simples arbres, on est allé recruter un spécialiste en France, et c'est dit que les dirigeants n'ont aucune considération pour les Togolais au nom de qui ils prétendent pourtant gouverner. Ben, écoutez, on lira l'article dans votre journal. On peut également lire un sujet sur la corruption et détournement de deniers publics au Togo. La LCT interpelle la haute autorité de lutte contre la corruption et exige des enquêtes. Tout cela découvert dans votre journal Le Quotidien Liberté. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Et bonne journée. Bonne journée à vous. Notre deuxième rédaction ce matin, c'est celle du journal Le Médium avec le numéro 300 dans les kiosques ce matin. Politique, on va en parler, mais d'abord avec le patron de ce journal, Credo Tété. Credo, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Credo. Vous parlez politique justement, de l'illusion d'une transition politique au Togo. Oui, effectivement, Eric, nous ne sommes pas sans savoir que la crise politique togolaise depuis le 19 août 2017 a pris toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Tout se dit, tout se miroite, tout se promet. Cependant, il y a trop d'illusions vendues aux populations, bref, au vocable peuple pour se définir et se donner une contenance politique. Dans cette mare de promesses et d'illusions de toutes sortes, Eric, s'illustre à merveille l'opposition togolaise regroupée au sein de la coalition des 14 partis politiques. Une coalition qui, au fil des jours, voit son audimat diminuer, se réduire à la plus petite portion. Elle a trop fait dans la surenchère et l'échafaudage politique. Abonnée au mensonge et à la délation, l'opposition togolaise a eu une nouvelle trouvaille, celle de vendre à bout de souffle
L'idée d'une transition politique décrétée subitement et très bientôt par la CEDEAO est immédiatement imposable au pouvoir en place. Cela s'appelle de la mauvaise foi et de la méchanceté envers les militants. Comment s'imaginer, Eric, dans la situation politique togolaise actuelle, que la CEDEAO vienne à imposer au pouvoir en place la conduite d'une transition démocratique? Le pouvoir en place est-il illégitime? N'a-t-il pas gagné les élections de 2015 pour l'exercer? Au nom de quoi? La CEDEAO devra-t-elle imposer au Togo une transition politique très prochainement au soir du sommet de fin juillet 2018 à Lomé? Ce que semble oublier Eric à dessein, les responsables de la coalition des 14 partis, c'est que l'actuel président de la République est élu et non nommé. Faure Gnassingbé n'est pas identifiable à ce fonctionnaire de la police, par exemple, qui est nommé et muté à loisir par décision de ses supérieurs. Écoutez, on lira l'article dans votre journal, c'est à la page 3. Vous parlez également de l'amélioration du climat des affaires. Le Parlement adopte une loi modificative sur le BIC. Hein, voilà. Sur le BIC, hein. Oui, les députés togolais ont voté la loi modificative de la loi uniforme numéro 2016-005 du 14 mars 2016 relative à la réglementation des bureaux d'information sur le crédit BIC à la suite du projet de loi du gouvernement et du décret portant autorisation de la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel pour l'intégration des fonds des grands facturiers à la plateforme électronique de partage d'informations sur le crédit. Le nouveau texte adopté, Eric, par le Parlement ajoute un 5e alinéa à l'article 57 de la dite loi. Concrètement, il permet aux institutions de partager avec le BIC les données sur les antécédents de crédit de leurs clients antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la dite loi. Dans le cas du Togo, cette nouvelle disposition permettra de renforcer la présence du Togo sur la plateforme d'échange d'informations sur le crédit où le pays est peu représenté. Très bien. Intéressons-nous maintenant au... Credo, nous allons nous intéresser maintenant, on va dire, aux médias, les professionnels des médias qui se familiarisent avec l'architecture de paix et de sécurité de la CEDEAO. Oui, du 25 au 27 juin dernier, les professionnels des médias de la CEDEAO se sont engagés à travailler avec les instruments de consolidation de la paix de la Commission, tout en donnant de la visibilité aux activités de la CEDEAO. Ainsi donc, 30 journalistes sélectionnés dans l'espace CEDEAO, notamment en considération des plateformes imprimées électroniques et en ligne, souhaitent que la Commission de la CEDEAO soutienne la création de réseaux de médias dans la région pour une grande synergie et diffusion de reportages favorisant la paix et la sécurité. Très bien. On lira tous ces sujets dans votre journal Le Médium ce matin. Merci beaucoup, Credo Tété. Merci Eric, très bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Hein. Merci. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. La revue de presse avec le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie. Le confrère revient sur l'enquête de l'INSEE pour l'année 2017. La pauvreté augmente dans 2 régions et diminue dans 4 autres. Vous lirez l'article dans le journal L'Union pour la Patrie avec bien sûr la photo de Kossi Asimaïdou qui est le ministre de la Planification et du Développement. Par un financement partiel approuvé, 10 milliards de francs CFA de la BOAD pour l'agroparc de Kara et travaux connexes, et puis au bénéfice des enseignants de l'enseignement confessionnel primaire, une augmentation de la subvention qui généralise la prime de 20 000 francs CFA. Vous lirez l'article dans le journal. Le confrère qui parle également de la recherche de plus de financement pour les projets de développement. Le gouvernement a renforcé la direction de mobilisation de l'aide et du partenariat. Vous lirez l'article dans le journal L'Union pour la Patrie. Et l'autre bi-hebdomadaire, c'est l'Alternative qui est aussi dans les kiosques ce matin. Et nous avons au téléphone avec nous le patron Ferdinand Haïté. Ferdinand, bonjour. Bonjour, grand citoyen d'État, Eric. Merci de nous avoir rejoint, Ferdinand. Et ce matin, vous parlez de Faure Gnassingbé, comme toujours d'ailleurs, compte à rebours 2020, avec une interrogation, bien sûr. Faure Gnassingbé a-t-il encore son destin en main? Clairement, dites-nous, Ferdinand. Oui, c'est une question qui a toute son importance dans le contexte actuel où les dessous de cartes se jouent loin des regards, peu d'informations filtrent.
de choses se passent dans l'ombre. Et vous savez très bien que ce qui importe aujourd'hui, ce qui importe pour la classe politique, pour Sonia Simple lui-même, c'est la question du vin. C'est pas forcément son mandat actuel, parce que son mandat actuel, c'est peut-être 14 ou 15 mois, mais c'est en 2020. Un certain Tiki Achadam est venu brouiller son horizon alors qu'il était tranquille dans son palais et pensait que c'était déjà acquis. Et depuis, le ciel ne cesse de s'assurer pour le locataire de l'Ométeux. Vous savez qu'il y a une méthode qui dit que si quelqu'un est en train de courir dans tous les sens, soit il poursuit quelque chose, soit quelque chose le poursuit. Et dans le cas d'espèce de Fonia Simbe, c'est les deux à la fois. Et donc, depuis quelques jours, il a repris son bâton de pèlerin. Vendredi, il était à Abuja, il était au Nigeria, plutôt à Katina, pour voir le président Buhari, à qui on prête des intentions pas trop bonnes à son égard. Et le samedi, il a fini dans la station balnéaire de la Côte d'Ivoire, non loin d'Abidjan, chez Alassane Ouattara. Là, des photos n'ont pas fuité parce que c'était dans une résidence privée. Et après, il est à Nouakchott. Et vous voyez bien que c'est pas une balade des hommes heureux à voir seulement sur les images. On sent que il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et dans cette démarche-là, on a été au point hier de Alpha Condé sur la question des élections, presque à rattrapage à l'oral. Et on voit bien que la situation n'est pas aussi bonne. Parce qu'aujourd'hui, en dehors de tous ces contacts aujourd'hui, je l'avais dit le samedi dernier, le vendredi dernier à l'émission, il y aura une discussion sur le Togo entre Buhari et Macron. Et on voit bien que si en 2005, après le décès de Feu Yadema, Fort a eu tous les soutiens pour être imposé au pouvoir, notamment la France de Chirac, le Nigeria de Obasanjo, le Niger de Tanja, la TDAO avec les Adrien Diop, tout ça, pour un effort de corruption des milliards. 13 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, on voit que les soutiens se comptent au bout des doigts. La France est plus ou moins à distance. Le Nigeria ne fait plus comme en 2005. Le Niger est aujourd'hui l'un des pays les plus opposés à un troisième mandat. Même la Mauritanie, là où on a tenu le sommet de l'Union africaine, le président a déclaré que tous ceux qui courent derrière les troisième mandats ne sont pas des humains, sont des dangereux pour l'Afrique. Donc, dans le contexte actuel, c'est quand même difficile pour Fonia Simbe de faire passer son idée, pas de troisième mandat, mais de quatrième mandat. Et donc, les jours, les mois à venir seront un peu déterminants sur le cas du Togo, surtout que l'horizon est proche, mais encore si loin. Et donc, l'analyse que nous faisons ce matin, c'est le décryptage, c'est d'essayer de à partir d'informations, d'indicateurs et d'éléments pertinents, de démontrer que les choses ne sont plus simples comme il y a 13 ans, et que petit à petit, même au sein du parti au pouvoir, le doute commence à s'installer. Les gens, en dehors de quelques élèves qui ne comprennent pas grand-chose, ceux qui sont lucides et comprennent la politique et savent analyser les choses, commencent pas à comprendre que les choses ne tournent pas très bien pour eux. Le dernier communiqué de la facilitation n'a pas été véritablement en faveur du régime. Et dans ce parti au pouvoir, les plus futés commencent pas à réfléchir, à se dire, mais est-ce qu'il ne serait pas temps à un moment donné pour nous d'envisager notre solution que d'être accroché à un homme qui pourra nous entraîner tous dans un suicide collectif. Donc, les lignes semblent bouger, il y a quelques indicateurs, mais on est à l'étape embryonnaire, on verra dans les mois à venir, selon l'évolution de la situation et selon la manière aussi, ceux qui sont en face, l'opposition va se présenter ou va essayer
Et les quelques signes qui leur sont favorables, qui leur est favorable, comment est-ce qu'elle va pouvoir évoluer sur la scène politique? Ça déterminera le choix des uns des autres. Donc, ce matin, c'est une analyse à faire sur le compte à rebours 2020. Alors, très bien. Ben, écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Vous évoquez aussi le cas de la Ligue des consommateurs du Togo qui interpelle, on le disait tout à l'heure, la haute autorité qui lutte contre la corruption, les crimes assimilés sur les scandales financiers et économiques. Et ça vous amène, j'imagine, à faire un article sur les crimes économiques en Afrique. Togo, un pays corrompu au sommet anticorruption de Nouakchott. Hein, c'est ce que vous écrivez, Ferdinand. Oui, justement, on a fait un point de ce matin sur la question de la corruption à partir d'abord d'un courrier que la Ligue des consommateurs du Togo a adressé à la haute autorité de la lutte contre la corruption et au procureur général sur les questions de corruption et des cas précis. Et ensuite, on a fait une analyse sur le Togo qui a participé au sommet de l'UN-Nouakchott, dont l'un des sujets majeurs était la lutte contre la corruption. Et nous avons fait le cas de la corruption dans notre pays, une corruption qui est totalement endémique, qui est investie pour le secteur de l'État, et que visiblement on crée des structures qui sont passives, qui ne font pas grand-chose. Nous avons la haute autorité qui est là depuis plus d'un an déjà, mais qui ne fait pratiquement rien. Alors que le chantier de la lutte contre la corruption est totalement vierge, les cas de corruption se font legion tous les jours et rien n'est fait. Et c'est véritablement inquiétant. Donc, il ne sert à rien de participer à des sommets, de faire des tweets pour dire oui, nous participons au sommet de la lutte contre la corruption, mais dès qu'au pays, on ne fait pratiquement rien contre ce fléau-là, qui fait peut-être à l'État des milliards et des milliards par an. Parfait, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal. Vous avez évoqué d'autres sujets également, notamment votre chronique politique. Malheur à qui méprise l'espérance collective et les rêves d'un peuple. On lira cela dans le journal. Merci beaucoup, Ferdinand Haïté. Merci, Grâce-toi, Eric. Merci et bonne journée à vous. Pexi FM, la seule radio d'information continue. Et notre quatrième rédaction ce matin, c'est le journal L'éveil de la nation avec Sam Diabor. Sam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux fidèles passagers, sans oublier les passagères du plus beau taxi sympathique matinal sur la 93.1 à l'heure de Taxi Média Show. Merci de nous avoir rejoints, Sam Diabor. Et vous revenez sur le 31e sommet de l'Union africaine, le Togo qui prend la tête du Conseil de paix et de sécurité. Hein. Oui, Eric, vous savez, le 31e sommet de l'Union africaine a pris fin hier à Nouakchott, dans la capitale mauritanienne. Le sommet, le 31e du genre, a tourné autour du thème principal qui concernait beaucoup plus la corruption, c'est-à-dire le thème était libellé ainsi: vaincre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique. Et c'est autour de ce thème principal que les chefs d'État et de gouvernement du continent se sont sérieusement penchés pendant 2 jours dans la capitale mauritanienne. Mais avant d'aborder sérieusement le thème principal, il a été question des réformes. Vous savez que l'Union africaine est une association ou un regroupement de pays, de tous les pays d'Afrique, mais qui peine à prendre son indépendance du côté financier, parce que, il faut le rappeler, la plupart des fonds qu'utilise l'Union africaine proviennent des bailleurs étrangers, et quand on prend 100% des projets qui sont mis en œuvre par l'Union africaine, 97 projets sont financés par l'extérieur. Alors, il faut changer la donne, il faut renverser la tendance. Donc au niveau de l'Union africaine, les sommités ont décidé d'allouer désormais 0,2% de taux des exportations au financement de l'Union africaine. Ensuite de cela, il a fallu réfléchir sur un autre moyen qui va permettre à l'Union africaine de prendre son envol du côté financier. Cela, c'était appelé MUTA, le marché unique du transport aérien africain, qui avait eu
qui avait poussé son premier cri à Addis Abeba et dont le bébé a été remis entre les mains du chef de l'État togolais. Donc Faure Gnassingbé avait la mission de conduire le travail de ce marché-là pour aboutir à des conclusions qui permettent à l'Union africaine d'avoir suffisamment de l'argent pour faire face aux défis qui se posent au continent. Donc, quand on prend aussi le transport aérien du côté de l'Afrique, quand on parle de l'Algérie pour venir en Afrique du Sud, on se rend compte que le transport aérien est assuré par le plus souvent les compagnies étrangères qui viennent sur notre continent se sucrer. Et donc, il faut là aussi inverser la tendance en permettant aux compagnies africaines qui existaient déjà, Ethiopian Airlines, Askai, Air Côte d'Ivoire, Rwanda Air, South African Airways, de prendre leur envol. Et donc, là-bas aussi, le chef de l'État togolais, qui mène déjà de bonnes missions avec ce marché, a présenté un rapport d'étape lors de ce 31e sommet qui a été validé par les chefs d'État et de gouvernement du continent. Donc, il y a aussi un travail qui va être continuel au niveau de ce marché. Mais aussi, ce qu'il faut retenir pour ce 31e sommet, c'est la décision des présidents, de l'ensemble des présidents, de remettre entre les mains du Togo, là aussi, le Conseil de paix et de sécurité, parce que vous savez que le Togo fait déjà des bons qualitatifs en ce qui concerne le maintien de l'ordre et le maintien de paix dans les pays où la paix et la sécurité sont menacées. Et donc, le Togo, il revient maintenant au Togo depuis donc le 1er juillet, depuis dimanche dernier. Le Togo est le patron du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Donc, au cours d'une réunion à huis clos, Faure Gnassingbé a eu le temps de décliner un peu la situation sécuritaire sur le continent et d'élaborer un plan qu'il a présenté à ses pairs qui va permettre à l'Union africaine de faire taire les armes d'ici 2020. Donc nous sommes revenus sur le 31e sommet de l'Union africaine et plus précisément de la prise des manettes du Conseil de paix et de sécurité par le Togo, que nous invitons nos lecteurs à découvrir dans l'éveil de la nation numéro 568 de ce jour. Très bien, écoutez, on lira l'article dans le journal à la page 4, beaucoup plus de votre journal. Et puis retour sur le voyage de Faure Gnassingbé au Nigeria, convocation ou visite d'amitié et de travail finalement, Sam Debo? Non, vous savez, le 29 juin dernier, Faure Gnassingbé était dans la ville de Katsina c'est au Nigeria, où il a été reçu par le président Muhammadu Buhari. Il faut rappeler que Muhammadu Buhari est le président du plus grand pays de la CEDEAO. Le Nigeria, c'est un géant. Et Faure Gnassingbé, qui est le président de la CEDEAO, se devait de faire des visites régulières ou des descentes régulières au niveau de peut-être tous les pays, mais le plus des pays qui ont un poids assez considérable dans la balance, dont le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et donc Faure Gnassingbé était au niveau de Katsina le 29 juin, mais officiellement le service de communication de la présidence a parlé d'une visite d'amitié et de travail, mais dans les coulisses, il y a des rumeurs savamment concoctées par des activistes qui laissent croire plutôt que Faure Gnassingbé a été convoqué in extremis par le président nigérian pour recevoir des injonctions. Vous savez que le Togo vit une crise. Depuis ce temps-là, beaucoup ont prêté des intentions au président nigérian d'être celui qui va envoyer une armée venir déloger Faure Gnassingbé de son pouvoir, venir mettre fin au règne de Faure Gnassingbé. Mais après la visite du président togolais au président nigérian, les images que nous avons vues, les vidéos qui ont circulé, prouvaient plutôt le contraire, parce que il y a eu une audience ou une rencontre empreinte de convivialité et de respect mutuel, et le clou de cette rencontre, c'est la conférence de presse que Faure Gnassingbé a donnée à la presse nigériane, avec à ses côtés le président nigérian Muhammadu Buhari, où le président togolais, s'exprimant clairement dans la langue de Shakespeare, a expliqué l'objet de sa visite. Et vous savez, quand on parle de visite d'amitié de travail et d'autres parlent de convocation, on se pose la question, parce que le président nigérian, il est conscient d'un principe international diplomatiquement reconnu qui évite que les présidents ou les États s'ingèrent dans les affaires intérieures d'autres États. Et donc
partant de ce principe, pour rien au monde, le président nigérian, qui a du respect pour les autres pays parce que ils juste d'une même légitimité, ne saurait envoyer une convocation à Faure Gnassingbé. Et la preuve, c'est que quand Faure Gnassingbé s'exprimait devant la presse locale, la presse nigériane, le président Buhari, qui était à côté et qui suivait minutieusement, qui suivait religieusement ce que Faure Gnassingbé disait, était quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Et si Faure Gnassingbé devrait faire des erreurs dans ce qu'il était en train de relater, comme avoir été l'objet de leur rencontre, le président nigérien aurait pris le micro pour le recadrer. Et Faure Gnassingbé a eu le temps de préciser qu'il est venu briefer son confrère de la situation, surtout la situation sécuritaire au sein de la CEDEAO, et profiter pour lui lancer une invitation, parce que, vous savez, Buhari, c'est un président au même titre que Faure Gnassingbé, mais il a une longueur d'avance en termes d'âge, et donc comme nous le renseigne l'adage sur le continent africain, il faut rendre la politesse aux aînés, et donc Faure Gnassingbé est allé adresser une invitation au président nigérien pour qu'il puisse être à Lomé lors du sommet entre la CEDEAO et la CEAC. La CEAC, c'est la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ils vont se retrouver à Lomé, je crois, le 13 juillet. Et ensuite, il y a un sommet de la CEDEAO qui se tient le 31 de ce mois, à Lomé toujours, et donc Faure Gnassingbé est allé adresser toutes ces invitations au président Buhari. Mais il n'a pas oublié de lui parler des crises, notamment la crise au Mali, en Guinée-Bissau, et surtout la crise au Togo. Il a bien dit, c'est en anglais, nous n'avons pas la prétention de dire qu'on maîtrise tous les mots anglais, mais je crois que c'est l'essentiel de ce que Faure Gnassingbé est allé dire au président Buhari. Mais quand les gens vont jusqu'à parler d'une convocation, c'est comme nous, Togolais, on est en train de mettre sous éteignoir ou on est en train de balayer du revers de la main la souveraineté de notre pays. Or, la souveraineté des pays n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Le président Macron l'a dit quand il a été apostrophé par des Togolais au Canada. Il a parlé de la souveraineté des États. Et le Togo étant un État souverain, pour rien au monde, un pays, quelle que soit sa dimension, ne pourra adresser une convocation au chef de l'État togolais. Donc nous sommes aussi revenus sur cet article. Nous invitons nos lecteurs à le découvrir dans l'éveil de la nation numéro 568 du jour. C'est bien cela. On lira donc l'article dans le journal. Un dernier élément, mais très rapidement, Sam Diabo, c'est par rapport donc à la fin du mandat de la 4e législature de la 4e République. Dama Dramani invite la classe politique au patriotisme afin d'écourter les prolongations aux députés. Oui, vous savez que le dialogue intertogolais qui a cours en ce moment entre les protagonistes de la crise a prorogé le mandat des députés. En réalité, les députés fin août devrait être l'Assemblée devrait être renouvelée fin août, mais avec la crise et le dialogue qui s'est ouvert, en attendant qu'une issue soit trouvée à la crise togolaise, la Constitution demande aux députés d'être en fonction, d'être en poste jusqu'à l'élection de leur successeur. Et donc c'est au regard de cette disposition que Dama Dramani, en prononçant le discours de la session ordinaire de l'année 2018, la dernière fois, ça devrait être vendredi, a demandé à la classe politique de faire preuve de patriotisme afin d'écourter la prolongation des députés, puisque en fait, il est nécessaire que l'Assemblée nationale soit renouvelée. Et donc, si l'Assemblée nationale va être renouvelée, cela dépendra du bon vouloir des acteurs politiques, que tout le monde regarde, sur qui tous les regards sont braqués, afin qu'ils s'entendent, qu'ils aient un consensus pour qu'un accord soit signé, afin que le Togo sorte définitivement de la crise. Très bien, écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal L'éveil de la nation. Merci beaucoup, Sam Diabo. Merci Eric, bonne émission de 11h, bonne journée à toutes et à tous. Allez, bonne journée à vous aussi. Merci, au revoir. À bientôt. Il est 7h presque 57 minutes dans tous nos studios ici à Gbalépé-Dogan. Notre 5e rédaction ce matin, c'est celle du journal Vision d'Afrique que nous avons au téléphone Adam Adjrounou. Adam, bonjour. Bonjour, grand citoyen de terre. Et merci de nous avoir rejoints, Adam. Ce matin, vous revenez sur la 24e enquête sur le coût de la vie en Afrique. Une constance qui suscite interrogation quand même. Hein? Oui, c'est une enquête réalisée par Merci à Johannesburg, en Afrique du Sud. En fait, à laquelle on peut relever que Merci jouit d'une reconnaissance notoire et est l'une des plus exhaustives qui existent. Elle est conçue pour aider les multinationales et les gouvernements
à concevoir des stratégies de rémunération pour leurs employés à mobilité. L'ensemble des comparaisons est réalisé en utilisant New York comme ville de référence et les fluctuations de devises sont analysées par rapport au dollar américain. L'enquête s'intéresse à plus de 315 villes de par le monde. Cette année, le classement comprend 209 villes sur 5 continents et analyse des coûts comparatifs de plus de 200 biens dans chaque multinationale, incluant des composantes des secteurs du logement, des transports, de l'alimentation. Ce habillement des articles ménagers et des divertissements. Il faut noter que l'Afrique n'est pas la seule région qui présente des variations évidentes sur le plan du coût de la vie. Le rapport établit que même au sein des économies développées, le coût de la vie est en variation constante pour une multitude de raisons. Des fluctuations des devises aux frais d'habitat conclut ce rapport. Il aide les gouvernants et les grandes entreprises utilisant les données de cette enquête pour protéger le pouvoir d'achat de leurs employés en mobilité, alors que les données sur les coûts locatifs servent à évaluer les allocations de logements qui leur sont versées. Le choix des villes visées par l'enquête est réalisé en fonction de la demande de données. Donc c'est une enquête qui est réalisée et donc soumise à certains organes de par le monde, surtout sur le continent, à caractère panafricain, donc Vision d'Afrique a eu copie et a tenu donc à publier pour ses lecteurs aujourd'hui. Donc c'est une enquête qui n'est pas réalisée seulement sur le continent africain, mais qui tient compte d'un certain nombre de paramètres au niveau mondial. Donc il y a des comparaisons faites aussi pour les villes de par le monde, mais aussi des grandes villes du continent. Il faut noter qu'aujourd'hui, cette enquête en comparaison avec ce qui est réalisé l'année dernière, le Togo a fait un bond de 10 places. L'année dernière, le Togo occupait la 144e place. Aujourd'hui, il est à 134e place. Donc, ce sont des efforts notables qu'il faut donc relever par rapport à cette enquête ce matin. Très bien. Adam, on va revenir à vous tout à l'heure. Vous gardez la ligne. Nous allons observer une pause. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Et voilà, retour à l'antenne et nous retrouvons Adam Adjronou pour le commentaire de la une du journal Vision d'Afrique. Adam, outre le sujet sur l'enquête sur le coût de la vie en Afrique, vous parlez également de déboires financiers au port autonome de Lomé. Le Togo qui trébuche sur le règlement 14 de l'UEMOA. Évidemment, on nous avait fait comprendre en son temps que le règlement 14 dont le Togo était un bon élève du par l'UEMOA. Oui. Ce règlement 14 avait en son temps entraîné le Togo à perdre peu à peu certains clients. Mais il vous en souvient que la semaine dernière, nous avons relevé un certain nombre d'enquêtes pour démontrer à nos lecteurs qu'il n'y a pas que la crise socio-économique ou le climat un peu mouvementé du Togo qui est donc révélateur des déboires ou de la détresse financière au niveau donc de la caisse de l'État. Il faut noter que depuis lors, les autres pays n'ont pas appliqué à la règle ce règlement 14, ce qui fait qu'aujourd'hui le Togo continue pas à perdre peu à peu ses clients au détriment des autres pays de l'UEMOA. Cet état de choses, si le Togo ne faisait pas des efforts, on continue de jour au jour par perdre ces clients-là au détriment des autres ports de l'intérieur. Il faut aussi noter que cette perte n'est pas seulement liée aux recettes que font le port autonome de Lomé, mais est répercutée sur, par exemple, la SACEM qui collecte aussi des devises ou de l'argent pour améliorer un temps soit peu nos routes. Donc c'est une décision que le Togo devait aussi revoir en amont pour éviter de perdre jour après jour des clients. Très bien. Et puis un dernier sujet sur la journée mondiale sans sac plastique, c'est aujourd'hui. Le Bénin prend une décision courageuse, aux conséquences, on va dire, dommageables pour le Togo, lui. Hein.
Oui, et aujourd'hui est célébrée de par le monde, c'est une journée sans sac plastique. Et vous en souvenez que le 27 juin dernier, le Bénin avait pris une décision pour interdire aussi bien la fabrication, l'importation, la commercialisation et la distribution et l'utilisation. Bref, le sachet plastique est interdit au Bénin. Et comme vous le savez, ces deux pays-là sont des pays frères où l'un est l'antithèse de l'autre. Ce qui fait que tout ce qui est interdit de l'autre côté, qui n'est pas repris par l'autre pays, est directement vu l'autre pays, donc qui encaisse le coup. Donc, ceux qui fabriquent ces sachets-là seront donc obligés de venir seulement faire d'un pas pour inonder le terrain togolais qui, lui, ne prend pas d'édition ou seulement les prend et sans les mettre en vigueur. Ce qui fait que dans les prochains jours, si le Bénin venait, surtout avec les restes pris d'une manière draconienne, feront que le Togo va être inondé par ces papiers plastiques-là si rien n'est fait jusque-là. Donc cet article ou cette analyse-là est écrite pour interpeller l'autorité togolaise à pouvoir prendre des décisions pour pouvoir emboîter le pas aussi au Bénin pour que cette décision puisse être harmonisée de part et d'autre, sans quoi on risque de voir notre pays envahi par ces fabricants-là. Or, vous savez, aujourd'hui, on parle des inondations et l'une des causes des inondations est bien évidemment l'utilisation anarchique de ces papiers plastiques-là qui font que certains pays en paient déjà le prix. Donc, ce serait bon que le Togo puisse emboîter le pas au Bénin pour que cette décision-là puisse être harmonisée, pour qu'on ne puisse pas être envahi les jours à venir par les fabricants, les utilisants ou les importateurs de ces papiers plastiques-là, Eric. Parfait, très bien, on a compris, on lira le reste dans le journal Vision d'Afrique. Merci beaucoup à Adam Adjronou. Merci Eric et bonne émission à vous. Allez, merci et bonne journée à vous. À plus tard. À bientôt. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et voilà, l'équipe sportive et Aimé Lebon qui est sur l'autre ligne. Aimé, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints, Aimé. Et vous publiez ce matin dans votre journal un dossier sur le football et surtout la fin du championnat de première division au Togo, à l'abri du pire. Mais, je dirais, mais quoi, Aimé? Justement, vous savez donc disons le championnat de 1 et de 2 est terminé. En tout cas, avec tout ce qu'on sait, on a réussi quand même à terminer la saison. Mais bon, à l'abri du pire, d'accord, c'est-à-dire que il est vrai que on a pu donc disputer le championnat ou les championnats de 1 et de 2 jusqu'à la fin. Mais le mais ici concerne les autres les autres compétitions qu'on n'a pas pu faire, à savoir le championnat féminin de football qui est resté donc à mi-chemin. On a joué juste la phase aller, la deuxième phase n'a jamais été disputée. Et il y a également, disons, les compétitions des catégories inférieures, à savoir les championnats juniors, les championnats cadets qui n'ont pas été disputés. Il y a également le championnat de la D3 qui n'a pas été disputé. Et donc, voyez-vous que tout s'est arrêté donc au championnat D1 et D2 et les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Alors qu'à chaque fois, on essaye donc de positionner des équipes nationales, par exemple, dans les catégories de moins de 20 ans et de moins de 17 ans. Alors, comment ou sur quelle base on choisit donc ces joueurs quand on ne joue pas les championnats. Alors donc, voilà, quelques-unes des situations assez dangereuse donc que nous avons essayé donc de souligner dans ce grand dossier que nous avons donc concocté sur le championnat. On a également fait état donc des violences sur les stades en disant donc que le verre qui a failli gâcher encore la fête puisqu'il y a eu encore disons quelques scènes de violence qui ont été enregistrées par-ci et là sur certains stades.
Nous avons également parlé de l'arbitrage qui est un problème très sérieux donc dans le football togolais. Aujourd'hui, bien tout est maintenant clair qu'il y a donc une corruption qui ne dit pas son nom et que nous avons donc essayé de stigmatiser ou plutôt de systématiser, de mettre dans cet article, voir que comment, disons, ce problème est traité donc dans le football togolais. C'est une évidence que l'arbitrage a un problème et maintenant comment il faut le résoudre. Je crois que cela se voit donc partout, que ce n'est pas seulement les arbitres mais aussi les commissaires de match. Alors à tous les niveaux il y a donc une corruption qui ne dit pas son nom. La chasse aux techniciens, donc ces techniciens ce sont donc les entraîneurs qui ont perdu leur place également au cours de cette saison. Voilà donc autant de problèmes que nous avons soulignés, sans oublier naturellement de faire un focus sur le champion en titre, enfin le champion donc de cette saison, Koroki, qui est champion du Togo, un bonus de 100% donc que nous estimons, puisque c'est une première, c'est un fait historique justement pour Koroki de Tchamba. Alors donc on a essayé donc de rentrer un peu dans l'histoire pour voir quel est le parcours de cette équipe de Koroki de Tchamba. Voilà à peu près pour dire que c'est un grand dossier que nous avons fait donc concernant cette fin de championnat de football de première et deuxième division de la saison, naturellement faire un état des lieux et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Yeah. Et d'ailleurs, vous avez choisi la photo pour illustrer l'article, la photo du capitaine de Koroki, d'ailleurs recevant le trophée de champion des mains du ministre des Sports. Toujours par rapport au football et aux infrastructures, vous évoquez le réaménagement du stade municipal de Lomé. Tous les regards aujourd'hui tournés vers la Confédération africaine de football. Oui, vous savez que juste après, disons, le match de la Coupe d'Afrique, la Ligue africaine des champions, justement, que dispute l'Est Gopor au stade municipal de Lomé, puisque c'est le seul stade qui est encore disponible. Celui de Kégué est en travaux, en réfection depuis donc quelques mois déjà, et qui va être livré pratiquement en juin 2019. C'est ce que nous entendons. Et maintenant, le seul stade qui nous reste, le petit stade qui est le stade municipal, donc a connu également, disons, des observations de la CAF en plusieurs points juste après ce match-là. Et puis, eh bien, une date butoir avait été donnée, c'était donc le 1er juillet dernier. Eh bien, il devrait y avoir une inspection de la CAF pour venir constater l'avancement des travaux, les travaux qui ont été effectués, pour voir si on peut maintenant homologuer donc ce stade pour que l'AS Gopor continue de jouer donc sur ce stade-là. Vous savez que l'AS Gopor va jouer le 17 juillet prochain. Et donc nous avons essayé de nous approcher du stade municipal et de ceux qui font ou de ceux qui gèrent ces travaux pour voir ce qui se passe. Et là, disons quand même que après discussion avec le directeur des infrastructures, eh bien à 80% donc les travaux sont faits. Donc disons que la pelouse a été retapée, les tribunes ont été numérotées, en tout cas les places ont été numérotées, la cabine de presse, ou plutôt la salle de presse justement a été rénovée, bien l'internet, le wifi donc a été mis en disposition. Il y a la CET également qui a placé donc un groupe électrogène d'une grande capacité et tout. Alors donc pour nous dire que oui, tout serait prêt. Maintenant, on attend que l'inspection donc de la CAF arrive et que c'est la fédération qui n'avait pas donc envoyé le courrier à temps. C'est ce pourquoi les inspecteurs ne sont pas arrivés. Donc c'est hier simplement que la fédération togolaise de football aurait envoyé donc le courrier à la CAF. Vous savez que également il était dit que c'est la fédération togolaise de football qui prendrait en charge le déplacement, le séjour de ces inspecteurs-là
Je crois que tout était encore à ce niveau. Bon, maintenant on nous dit que finalement le courrier a été envoyé, peut-être au cours de cette semaine, les inspecteurs vont arriver pour homologuer si tout va bien, donc ce stade municipal de Lomé, pour voir si on est prêt pour accueillir des matchs internationaux, puisque c'est là où les épreuves également vont jouer pratiquement toutes leurs éliminatoires, donc pour la TAN 2019. Donc voilà, c'est l'état d'avancement des travaux. Les regards sont tournés vers la CAF qui doit homologuer le stade. Alors, mais juste un mot, puisqu'on a reculé par le temps, juste un mot sur la Coupe du Monde qui se joue en Russie. Vous évoquez des matchs de poules et les huitièmes de finale, d'ailleurs, le dernier huitième de finale sera disputé aujourd'hui. L'Afrique perd quand même ses repères. Vous évoquez les tops et les flops. Oui, mais bon, l'Afrique qui perd ses repères, juste pour dire que l'Afrique n'a pas vu grand-chose, justement. Donc l'Afrique qui a été représentée par 5 pays et qui a vu ces 5 pays donc revenir bredouille après le premier tour. Et donc on a essayé donc de comprendre ce que c'est, à savoir que là il y a eu certainement un problème de concentration, de gestion de fin de match, un problème d'organisation également donc pour ces pays africains. Maintenant, nous avons essayé de faire notre petit dossier sur les tops et les flops, à savoir que les grands pays qui sont revenus très tôt à la maison, l'Allemagne, déjà au premier tour, et puis en huitième de finale, l'Argentine, l'Espagne, et tout cela. Alors on se dit, il y a donc un problème quelque part. Bon voilà, donc ce qu'on a essayé de faire comme dossier concernant le championnat, enfin la Coupe du Monde, les poules, des matchs des poules jusqu'à huitième de finale pour essayer donc d'analyser tout cela. Très bien. On lira tous ces sujets dans votre journal, l'équipe sportive dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Aimé Lebon. Mais Eric, c'est moi qui vous remercie infiniment. Et bonne journée. Excellente journée à bord du taxi. Parfait. Et voilà, c'est la fin de notre aventure ce matin. Je vais peut-être vous mettre la puce à l'oreille aussi à partir de lundi prochain. Taxi Média Show sera en congé, mais Taxi Presse sera quand même sur le pré. On aura forcément l'occasion de revenir sur cette information puisque pendant les vacances, la radio fait sa mue, change un petit peu de programme. Vous retrouverez une autre émission les matins à partir de lundi prochain. Ce sera avec James. On aura l'occasion de revenir sur le sujet. Alors, je rappelle juste les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Vous avez le quotidien Liberté, il y a le quotidien Togo Matin, le billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie, le billet hebdomadaire L'Alternative, l'autre billet hebdomadaire L'éveil de la Nation. Vous avez l'hebdomadaire Le Médium. Il y a, le bimensuel, l'équipe sportive. Vous avez l'hebdomadaire Vision d'Afrique également qui est dans les kiosques ce matin. Eh bien, il y a bien d'autres journaux, j'en suis sûr, qui ne sont pas encore avec nous. On aura l'occasion forcément de revenir sur le sujet. Merci à Emmanuel Afanyagbe qui a assuré la coordination technique du magazine ce matin. Merci à lui. Et merci à vous aussi qui nous avez donc suivis. Passez une excellente journée. Juste après nous, Emmanuel vous retrouvera pour la suite et la fin de la matinale à 9h à la salle de rédaction pour le bulletin d'information. 9h10, le journal avec Joël Rodiglou. Moi, je vous retrouve à 11h avec les confrères où nous décrypterons les sujets de l'actualité socio-politique de notre pays. Ce sera avec Ambroise Ponjo, Acha Ibrahim, Fioklo Adanglenou et Joël Lega. Messieurs, mesdames, à bientôt. 93.1 Taxi FM.